Regardez tout de suite dans le projet Front News. La rupture de la noiseraie de Poutine. Les missiles Flamingo frappent en plein dans la cible, le polygone de Kapustin Yar. Des dizaines d'explosions, une nasse pour l'armée russe à Kupiansk, les soldats de Poutine encerclés, une opération brillante des forces armées ukrainiennes. Et aussi une panne totale à Belgorod, comme une répétition pour Moscou. Les frappes contre l'Ukraine ne resteront pas sans réponse. Des images enflammées, brûlantes et explosives du front. Regardez tout de suite. Bonjour, ici Vladimir Timochenko et nous commençons tout de suite par le sujet le plus important. Les missiles ukrainiens Flamingo ont frappé le polygone Kapustin Yar, d'où la Russie lance sur notre pays son tristement célèbre Oreshnik. Oui, c'est une gifle retentissante des forces armées ukrainiennes, personnellement adressée aux criminels de guerre Poutine. Et, comme l'a indiqué l'état-major, sur le territoire du polygone, une partie des bâtiments a subi des dégâts de gravité variable. Les hangars d'Adidi ont été gravement endommagés. Et une partie du personnel a été évacuée du site. Voici les détails. Kapustin Yar est l'endroit d'où sont lancés des centaines de missiles contre l'Ukraine. C'est également là qu'est lancé ce fameux Oreshnik. Mais l'arme la plus effrayante de Poutine serait-elle arrivée à sa fin ? Les missiles ukrainiens Flaminda ont littéralement pulvérisé le polygone de Kapustin Yar. L'engin même d'où fut lancé l'Oreshnik a été réduit en ruine. En janvier, l'armée ukrainienne a attaqué le terrain d'entraînement de Kapustin Yar, dans la région d'Astrakhan, en Russie. L'important est que ce coup dur soit survenu au moment même où se déroulaient les négociations à Abu Dapa. Cela a considérablement accru la subjectivité de la délégation de négociation ukrainienne. C'est un coup extrêmement sérieux, à la fois sur le plan informationnel, politique et militaire, porté à la Fédération de Russie. Je rappelle que l'Oreshnik était utilisé comme un élément de pression politico-militaire non seulement contre l'Ukraine, et maintenant il s'avère que l'Oreshnik lui-même se trouve dans la zone d'atteinte du missile balistique ukrainien Flamingo. Il s'agit de l'infrastructure du polygone, en particulier d'un complexe de bâtiments de type hangar où se déroule la préparation pré-lancement des missiles balistiques intercontinentaux. C'est là que le coup principal a été porté. Indépendamment du fait que les lanceurs aient été détruits ou non, la destruction du hangar de préparation au lancement de l'Oreshnik constitue un coup extrêmement sérieux porté aux positions de la Fédération de Russie à ce moment précis. L'utilisation à court terme de l'Oreshnik précisément depuis le polygone de Kapustin Yar. Autrement dit, il se trouve déjà en fait dans la zone d'impact du feu des forces de défense ukrainiennes. Et cela change radicalement tout l'équilibre des forces. Mais ce qui est important, c'est que parmi les moyens de destruction figurait un missile de fabrication ukrainienne qui, avec une certaine probabilité, aurait pu détruire les missiles balistiques de Poutine. On peut s'attendre à ce que, dans un avenir proche, la partie ukrainienne puisse répondre de manière adéquate à la terreur des missiles de la Fédération de Russie. Il s'agit avant tout de frapper des cibles militaires légitimes sur le territoire du pays occupant. Il s'agit des raffineries de pétrole, des entreprises du secteur énergétique et bien sûr des cibles fixes, à savoir les entreprises du complexe militaro-industriel russe. Un autre point concerne la distance et la profondeur. Selon les données, la précision probable d'atteinte du missile Flamingo est d'environ 160 mètres et sa charge de combat la surpasse même. Les Tomahawk américains. C'est précisément le Flamingo, avec une portée de frappe de plus de 3000 km qui, selon les informations des services de renseignement ukrainiens et par conséquent des partenaires occidentaux, voit désormais sa production portée à 2 unités par jour. C'est une arme de représailles. C'est ce dont la partie ukrainienne va désormais se servir pour répondre de manière adéquate à tout acte terroriste de la part du pays agresseur. Mais ce qui surprend, c'est la défense antiaérienne russe soi-disant sans équivalent. Kapustin Yar est un site militaire stratégique. Il n'y en a pratiquement qu'un seul comme celui-ci dans toute la Russie. Et normalement, il est d'usage qu'il soit protégé.
La défense anti-aérienne russe s'est révélée absolument pas prête à repousser. Des frappes, même contre des sites militaires stratégiques comme le terrain d'entraînement de Kapustin Yar. Je souligne encore une fois, la balistique ukrainienne a traversé pratiquement tout le territoire de la Fédération de Russie hors de portée des systèmes de défense anti-aérienne. Et cela représente à la fois des pertes d'image et des pertes militaires pour la Fédération de Russie. Mais la question principale est la suivante. Qu'est-il arrivé à Oreshnik après une telle attaque ? Apparemment, le hangar a été détruit ainsi que la possibilité d'effectuer des travaux de préparation au lancement. À l'heure actuelle, la partie russe n'en a pas la capacité. L'infrastructure du site d'essai et en premier lieu les ateliers de préparation au lancement ainsi que les rampes de lancement semblent avoir subi des dommages très graves qui pourraient paralyser pour longtemps l'utilisation même de ce site. Il semble que Moscou soit en danger. Le nombre de missiles de fabrication ukrainienne va augmenter. L'entreprise fabricante Flamingo a annoncé la fin des essais des nouveaux missiles balistiques FP-7 et FP-9 capables d'atteindre Moscou, depuis Saint-Pétersbourg. Et maintenant, une analyse de la situation opérationnelle sur le front enflammé de Pokrovsk. Des combats extrêmement violents se poursuivent. Sur le front de Pokrovsk, les occupants ont mené 21 assauts près des localités de Rodinskaya, Mirnograd, Kotlina, Udachnaya et Filiya, ainsi qu'en direction de Novopodgorodnoye, Novopavlovka et du Nouveau-Donbass. Les forces de défense ont déjà repoussé 15 attaques ennemies. Et pendant ce temps, Belgorod s'est retrouvé plongé dans l'obscurité et le froid. Et pour ce blackout, les Russes peuvent sans hésiter dire merci personnellement à Poutine. Car c'est son plan de priver l'Ukraine d'électricité qui conduit à des mesures de riposte de la part des forces armées ukrainiennes. Et la géographie des frappes ukrainiennes ne cesse de s'élargir. Les détails dans notre reportage. Dans ce jeu, on peut jouer à deux. Après que les militaires russes ont rompu ce qu'on appelait la trêve énergétique et frappé le secteur énergétique ukrainien, les forces de défense ont répondu de manière symétrique. Et une fois de plus, ce sont les habitants de Belgorod, la plus grande ville frontalière de la région, qui ont dû payer pour tous les Russes. Ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens essaient de plonger Belgorod dans le noir. Le média Verstka, se référant à des sources, affirmait qu'au début de 2026, les capacités des deux centrales thermiques situées dans la ville seraient hors service. En conséquence, toute l'électricité utilisée par les habitants du centre régional provient des régions voisines de Koursk et de Voronej, où fonctionnent des centrales nucléaires. Il s'agit de 6 lignes à haute tension venant de la région de Koursk et de 5 de la région de Voronej. Ces fils constituent une autre vulnérabilité importante du système énergétique de la région. Ce qui pourrait se passer en cas de dommages graves à ces lignes a pu être observé fin janvier dans la région de Mourmansk. Là-bas, à cause de la chute de 5 pylônes, la ligne électrique principale a laissé Bézo sans électricité, sans eau chaude et sans chauffage. Sans aucune attaque de la part de l'Ukraine, ils sont restés des dizaines de milliers d'habitants de Mourmansk et de la principale base de la flotte du Nord de la Fédération de Russie, Severomorsk. Ce n'est qu'avec des mesures d'urgence que la situation a pu être stabilisée là-bas. En 3 jours. Contrairement aux Ukrainiens, les Russes ne révèlent pas à quel point les réseaux sont endommagés, ni comment avancent les travaux de restauration des infrastructures. Jusqu'à présent, les habitants de Belgorod s'en sortaient, et le plus grand désagrément qu'ils subissaient était des coupures d'électricité de plusieurs heures. Cependant, les mêmes sources de Verstka affirment qu'avec des températures négatives et de nouveaux bombardements, la situation va s'aggraver. S'il est encore possible de résoudre certains problèmes d'électricité en imposant des restrictions, de telles manœuvres ne fonctionneront pas avec le chauffage. Déjà maintenant, les capacités de chauffage de Belgorod fonctionnent à environ 50%. Si l'ampleur des dégâts augmente, il pourrait s'agir de préserver le système de chauffage en tant que tel. En pratique, cela signifie que certains systèmes sont partiellement arrêtés. On vide le liquide des tuyaux de chauffage, puis on le réinjecte à nouveau. Dans des conditions normales, cela prend plus d'1 mois.
Sinon, sans réchauffer le liquide et compte tenu du froid, il n'y aura bientôt plus rien à sauver dans ce système. Après la dernière frappe, les médias locaux ont publié la liste des quartiers de la ville partiellement privés d'électricité. Certains habitants de la ville se sont retrouvés sans eau ni chauffage. Le gouverneur Gladkov indique que tout est sous contrôle. Et ce ne sont que des difficultés temporaires. J'ai entendu les rapports des chefs. Les municipalités frontalières, notamment les districts de Prokhorovsky, Ivnyansky et Rokitiansky, ainsi que le district de Yakovlevsky, ont discuté de l'étendue et du calendrier du rétablissement de l'approvisionnement en électricité et en chauffage, de la manière dont nos écoles ont repris le travail à distance, et de savoir si certaines étaient encore en présentiel, ainsi que des problèmes existants dans la sphère sociale et dans le système de gouvernance. Il y a quelques petites remarques. Mais nous avions une préparation assez importante. C'est pourquoi, dans l'ensemble, pendant cette période extrêmement difficile, avec des températures négatives et de fortes gelées, et compte tenu des importants dégâts subis par notre réseau énergétique, tout le monde reste à son poste et fait de son mieux pour rétablir la situation dans les délais les plus courts possibles. Remettre la situation en ordre. Il est difficile de déterminer la situation réelle. Le groupe, dirigé par une personne ayant quitté la Russie, est reconnu comme agent de l'étranger. Le journaliste de Belgorod, Nikita Parmionov, rapporte que les autorités ont décidé de mettre hors service environ 300 ascenseurs en raison du blackout. 148 cas de personnes coincées dans des cabines d'ascenseurs ont été enregistrés. Cela est lié aux travaux de réparation dans le système énergétique après une frappe de missile sur la sous-station. Afin d'assurer la sécurité des habitants et de prévenir les pannes d'équipement, les autorités ont décidé de désactiver temporairement 361 ascenseurs dans 68 immeubles résidentiels collectifs. Les bâtiments concernés par la coupure n'ont pas été précisés. Il est également connu que le gouverneur Gladkov a refusé de déployer des points de chauffage mobiles, bien qu'ils soient soi-disant prêts. C'est le secteur privé local qui est venu en aide aux habitants de Belgorod transis de froid. Pendant ce temps, ceux à qui les réparateurs ont rétabli l'électricité font face à un autre problème. Il s'agit d'une tension incroyablement élevée à cause de laquelle des appareils électroménagers ont brûlé. Les autorités locales ont également trouvé une solution à ce problème. Puisqu'il est impossible de prouver la cause de la panne, il n'y a donc aucune aide à apporter. Le blackout actuel, que les habitants de Belgorod subissent à cause de l'agression militaire de Moscou, a mis en évidence l'inefficacité des autorités locales. Et cela alors que des élections auront lieu dans la région dès septembre. Mais au Kremlin, on estime que les conséquences du blackout auront peu de chances d'affecter la carrière des politiciens locaux. Ce ne sont pas ceux qui travaillent qui gagneront, mais ceux qui mobilisent les électeurs. Il est temps à présent d'analyser la situation opérationnelle dans le secteur Konstantinovski du front. L'ennemi fait des ravages ici aussi. Dans la direction de Konstantinovski, les envahisseurs ont mené 12 actions offensives à proximité de zones peuplées. Pleshchevka, Yablunovka, Roussignard, Klebanbik et dans les environs de Konstantinovka, Ivanopolia, Novopavlovka et Sofievka. 3 attaques sont toujours en cours. Vous vous souvenez de cette horreur, n'est-ce pas ? Les inhumains de Poutine ont attaqué un train de passagers reliant Chop, Lviv, Kharkiv et Barvenkovo. 6 personnes ont alors trouvé la mort. Et il aurait pu y avoir encore plus de victimes si ce n'était grâce à un soldat. De la 93e brigade avec l'indicatif Amar. Par chance, il se trouvait dans ce train. Et voici comment il a sauvé des gens, il l'a raconté au correspondant militaire de TSN, Andriy Tsaplienko. Vous allez voir tout cela maintenant. 3 Shaheds pour un seul train de passagers. Dans le train, il y a des femmes civiles et des enfants. Je suis allée pour faire visiter toute la maison à mon fils et lui montrer les lieux. Il y a 6 morts. Il y en aurait eu plus sans le soldat Amar de la 93e brigade qui rentrait alors vers le front. J'ai entendu un bourdonnement, une approche, un impact et ça passe à côté de notre wagon, puis une explosion. C'est justement Amar qui a sauvé les gens en menant pratiquement tout le monde vers un endroit sûr. Tous dans la forêt, depuis la voiture des civils. Mais ensuite, il est retourné dans le train et y a trouvé une femme avec un enfant qui, en état de choc, était resté dans leur compartiment. Le wagon est vide. Ils ont commencé à sortir. J'ai pris l'enfant, il fallait contourner au maximum le train, quitter la zone de danger. Elle était très émotive, c'était vraiment une commotion. L'enfant non plus ne réagissait pas. Je pense qu'il y avait une légère atteinte de l'ouïe. Pachin, cours le plus loin possible d'ici. Les Russes ont perdu les dernières gouttes d'humanité.
Ils s'entraînent et testent de nouveaux moyens sans pilote sur des civils, sur ceux qui ne peuvent pas leur répondre. Amar, spécialiste des systèmes sans pilote, a découvert que tant le train que la gare voisine avaient été frappés par des Shahed équipés de terminaux Starlink. C'était contrôlé à 100%. L'opérateur voyait clairement qu'il visait un train civil. C'était une attaque planifiée, c'était un essaim, vraiment un essaim. Il y avait environ 15 Shaheds ou plus. C'était une opération planifiée, et l'endroit a été choisi pour frapper le train afin de compliquer au maximum l'évacuation. Les terminaux Starlink sur les drones russes représentent une menace stratégique pour la logistique ukrainienne. En effet, les Russes installent des Starlink gris pratiquement sur tous les types de drones d'attaque qu'ils utilisent pour attaquer les transports ukrainiens. Après l'attaque contre le train, Elon Musk a promis au nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, de résoudre le problème. Des super terminaux en Russie, mais pour l'instant, ce sont les intercepteurs et les groupes mobiles de tir qui s'en occupent en travaillant selon le principe « tu vois, tu tires ». On a entendu les RPG, on entre en action. À basse altitude, nous avons un avantage significatif. Quand nous arrivons sur la position, les gars se déploient et observent les Shaheds. S'il y a des survols, ils les surveillent, et moi, je surveille les FPV. Si un FPV s'approche trop près, c'est déjà la méthode extrême. Jusqu'à 50 mètres, on peut l'abattre. Ceci est un groupe de la brigade frontalière Farpast, l'un des éléments de la barrière anti-aérienne au nord de la région de Kharkiv. Le nombre de Guéran a augmenté, le nombre d'éclairs, ces mêmes Shaheds a aussi augmenté. Je comprends qu'ils ont commencé à les utiliser davantage contre des cibles plus sérieuses. Cette fois, le Lancet ennemi à $30 000 n'a pas atteint sa cible. Il a été rattrapé par un simple drone bon marché avec une charge de TNT. Un simple drone FPV, c'est suffisant pour transformer un Lancet en un simple tas de ferraille. Mais l'ennemi perfectionne constamment ses moyens mortels. Il devient de plus en plus difficile de les neutraliser. Cet équipage de la brigade Forpost a longtemps lutté contre le drone ennemi SCAT qui manœuvrait habilement en mode automatique. C'est quoi le truc? Et si ce SCAT, il a une fonction d'évitement? Son évitement fonctionne comme la guerre électronique, il agit sur les fréquences. Un drone FPV s'approche de lui, il intercepte sa fréquence, d'une manière ou d'une autre, il détecte la fréquence du drone qui s'approche et commence à l'éviter. Cette fois-ci, c'est l'intercepteur du Forpost qui a remporté le combat de drones sous les nuages. Mais malheureusement, l'ennemi. Ces jours-ci, il attaque massivement la logistique. Des bus, des camions, des voitures brûlent, des dizaines de véhicules incendiés chaque jour. Eh bien, maintenant, analysons en détail la situation opérationnelle sur le front de Gouliaïpol. La terreur sanglante des soldats de Poutine continue, et ici. Sur le front de Gouliaïpol, 9 attaques des occupants ont été repoussées dans les secteurs de Gouliaïpol, Mirnoï, en direction de Dobropoli, Jelezno-Dorojnoye et Prilouji. Un affrontement est encore en cours. Il est parti faire son service militaire, s'est retrouvé au front et, tout de suite, dans les unités d'assaut. Cela arrive de plus en plus souvent aux jeunes Russes, car ce sont précisément les conscrits qui constituent une ressource inépuisable pour renforcer les unités d'assaut de l'armée russe. Voilà. Nous allons maintenant vous parler des schémas criminels utilisés pour attirer les jeunes à la guerre. Regardons. Au Kremlin, ils ont trouvé un filon d'or pour alimenter leurs soldats d'assaut jetables. Et désormais, il est possible d'envoyer du sang neuf au front, non pas 2 fois par an, mais pendant les 12 mois de l'année. Car il s'agit d'une ressource humaine inépuisable composée de conscrits. En près de 4 ans d'invasion à grande échelle, les conscrits russes sont apparus à plusieurs reprises dans les rapports, qu'ils soient vivants ou morts. Au moins 37 personnes appelées sous les drapeaux ont été tuées lors des combats dans la région de Koursk. Après leur participation à la guerre, Poutine lui-même ne l'a pas caché. J'ai eu l'occasion de m'entretenir longuement avec le commandant du bataillon, qui a mené des combats acharnés dans cette zone, tout particulièrement en direction de la région de Belgorod. Je lui demande combien de personnes mobilisées vous avez et combien de conscrits. Il affirme que ce sont tous des conscrits. Mais récemment, des conscrits russes ont été envoyés en masse à la guerre. Par la tromperie, la torture et les mauvais traitements, on force des jeunes hommes de 18 ans à signer des contrats. Si auparavant, il ne s'agissait que de cas isolés, aujourd'hui, cette propagande à la fois volontaire et forcée est devenue systématique. L'un des exemples les plus frappants de transformation massive de conscrits en contractuels a eu lieu directement dans un train transportant des nouvelles recrues de l'Oural vers le kraï du Primorié. En 7 jours de voyage, avant même d'arriver à l'unité, la moitié des 300 hommes a accepté de signer un contrat. Cependant, ils ont ensuite avoué les méthodes de persuasion utilisées par les commandants. On m'a forcé à signer le contrat, on a menacé ma santé, moralement et physiquement.
À chaque refus, on me forçait à faire des squats, on me tordait les bras. N'ayant pas supporté cette violence physique, j'ai signé le contrat allongé par terre. À chaque refus, nous devions faire 50 squats tout en étant humiliés et menacés pour notre santé. À ce moment-là, nous nous sentions mal, nous avions de la fièvre et de l'hypertension. Malgré cela, il continuait à nous harceler. Pendant 3 jours, il venait la nuit et continuait à nous malmener. Il nous forçait à rester debout en service pendant 8 heures d'affilée. Je n'ai pas tenu le coup, j'ai signé le contrat sans mon consentement volontaire. J'ai écrit cela le 12 décembre 2025. De plus, il n'y avait pas d'eau bouillie potable dans le convoi. Il n'y avait que de l'eau bouillante. Le plus actif dans ce convoi forcé était le sous-lieutenant Karitonov. Dans un accès d'agressivité, avoua les nouveaux contractuels. Sous la pression, l'officier pouvait même mordre. Le sous-lieutenant Karitonov expliquait en détail qu'il avait un plan d'action très spécifique qui lui venait directement d'en haut, et qu'il devait impérativement recruter au moins 30% de militaires contractuels, parmi tous les soldats qui faisaient partie de ce convoi. Parce que tout le monde refusait. Il jurait, faisait preuve d'agressivité, rabaissait, me blessait souvent, m'insultait. Il s'en prenait à ma nationalité et à mon apparence. Les juristes reconnaissent, venant de différentes régions de Russie. Ils reçoivent un nombre incroyable de plaintes, aussi bien de la part des conscrits eux-mêmes que de leurs proches. Une fois derrière les murs d'une unité militaire en Russie, personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'envoi à la guerre. Les officiers dans les unités semblent rivaliser de sadisme. Sur l'île de Sakhaline, dans l'unité militaire 30498, le lieutenant principal Anton Svirin a eu l'idée d'une loterie de survie. 9 conscrits ont été alignés sur la place d'armes, et on leur a annoncé l'un des nouvelles recrues devait signer un contrat. Il n'y a pas eu de volontaires. Alors, ils ont commencé à faire subir des exercices physiques aux conscrits. On les a forcés à effectuer des exercices physiques épuisants jusqu'à ce que quelqu'un accepte. Quand cela n'a pas donné de résultat, on a organisé une loterie pour les garçons. Celui qui tirait le contrat avec la signature partait à l'opération militaire spéciale. On ignore de qui il s'agissait. Récemment, des avocats ont trouvé confirmation dans une décision d'un tribunal russe. Le recrutement des conscrits pour la guerre s'effectue conformément à la directive directe. Commandement des forces armées de la Fédération de Russie. Dans sa décision, le tribunal a dévoilé le mécanisme de recrutement des conscrits pour un contrat et a fait référence à un télégramme adressé à Rio, chef d'état-major du district militaire central. Conformément au télégramme adressé à l'intérim du chef d'état-major du district militaire central dans le but d'organiser le travail de sélection ciblée de candidats au service militaire sous contrat parmi les conscrits présents dans les centres de rassemblement des sujets de la Fédération de Russie. Il est nécessaire de nommer des groupes d'agitation et de les envoyer dans les centres de rassemblement pour la sélection. Une unité militaire de candidats au service militaire sous contrat sélectionnée parmi les citoyens soumis à la conscription. ET. Naturellement, plus on se rapproche de la ligne de combat, moins les commandants se soucient de l'âge et de l'expérience des recrues. Les militaires des militaires expérimentés, présents depuis longtemps sur le territoire ukrainien, disent que effectivement, à la fin de l'année, on a commencé à amener plus de conscrits, c'est-à-dire des engagés sous contrat qui étaient auparavant des conscrits. J'ai aussi demandé s'ils bénéficiaient de certains privilèges, d'indulgence ou d'une formation. Ils répondent que non, ici c'est directement l'assaut. Ils ne savent pas encore vraiment comment refuser ni comment s'en sortir, tant ils partent immédiatement en mission de combat. Et, autre citation, on dit que des centaines de personnes meurent. Eh bien, je ne peux pas garantir l'exactitude des chiffres. Il y a une pénurie de personnel qui ne peut plus être comblée ni par les prisonniers ni par les mercenaires, que les Russes recrutent massivement dans les régions les plus pauvres du monde. Par conséquent, le seul souhait que l'on puisse avoir pour les citoyens en âge de conscription est de se cacher le plus soigneusement possible des commissariats militaires. Nous nous déplaçons maintenant vers le front de Liman. Soyons honnêtes, il s'agit là d'un autre objectif sacré pour Poutine et toute sa clique. Par conséquent, la situation est ici extrêmement tendue. Sur le front de Liman, nos soldats ont repoussé 6 attaques des envahisseurs dans les zones des localités. Drobicheva, Zarekhnaya et en direction de Stavki et Debrova. Un affrontement est encore en cours.
De plus, jusqu'à une cinquantaine d'occupants russes restent encerclés par les forces de défense à Kupiansk, dans la région de Kharkiv. C'est ce même Kupiansk que Poutine aurait soi-disant déjà occupé il y a plusieurs mois. Et maintenant, direction le Donbass. L'ennemi concentre le maximum de ses fantassins jetables, dont beaucoup tombent immédiatement entre les mains des Ukrainiens. Vous verrez comment cela se passe dans le reportage du correspondant de guerre de TSN, Andriy Tsiplienko. La situation la plus dangereuse se trouve dans le sud. La franchise et la ténacité de l'infanterie ukrainienne ont créé une fenêtre d'opportunité pour les Russes et ils en ont profité. L'ennemi a nettement progressé en direction de Zaporijia. Il est évident que leur plan est de s'approcher à une distance permettant de frapper le centre régional avec de l'artillerie et de transformer la vie des civils en un cauchemar quotidien. Les occupants mènent des combats à Ouliaïpol et contournent cette ville importante pour la défense par le sud et le nord. La zone grise autour de Ouliaïpol s'agrandit rapidement, mais les forces ukrainiennes ont réussi à stopper l'avancée russe jusqu'au village de Ternovaté. Le groupe d'assaut ennemi qui était entré dans le village pour y déployer le drapeau tricolore a été éliminé. Ceux qui ont survécu ont décidé de se rendre à un robot terrestre. C'est l'un des premiers cas de ce genre dans l'histoire. Leur tactique est assez simple. Ils coupent la logistique. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre ta position, tu ne peux y apporter ni nourriture, ni essence, ni même changer d'équipement. Pour sauver la situation, le 225e régiment d'assaut a été envoyé ici. Les opérateurs de drones du régiment ont réussi à ralentir l'avancée de l'ennemi. Ils les amènent, enfin je ne sais pas peut-être, une ligne de front de 15 km. Là, ils débarquent leur infanterie et ils continuent à pied. Mais désormais, ces gars-là sont constamment traqués par des drones kamikazes ennemis. Et l'aviation russe largue ici des dizaines de KAB chaque jour. Ils tentent de détruire les centres de contrôle des drones. Après tout, c'est précisément ce bombardier lourd qui peut stopper une attaque d'infanterie. Si l'ennemi s'est enfoncé profondément dans les plantations, dans les buissons, vous pouvez y envoyer 10 à 20 FPV. Ils ne l'obtiendront d'aucune manière. Un bombardier est en position, une bombe de 10 kg est larguée et c'est tout. Dans des conditions de nette supériorité numérique de l'ennemi, le 225e régiment tente de créer une ligne de défense près de Goulaï-Polier et de la tenir. Actuellement, la situation est plus ou moins calme, contrairement à ce qu'elle était lorsque nous sommes arrivés ici. Voilà comment l'artillerie du régiment depuis une grande distance détruit une vieille ferme où les occupants s'accumulent pour lancer l'assaut. Mais si le brouillard le permet, les assaillants ont de quoi s'approcher jusqu'à la distance d'un combat d'infanterie. Le matériel est constamment en état d'alerte. Ici se trouve le bouton feu. On pousse cette manette vers la droite. Voilà, aucun problème. Les véhicules de combat d'infanterie Bradley du 225e régiment d'assaut sont l'un des éléments de notre défense qui aident à tenir la direction de Ouliaïpol. Ils accomplissent des missions cruciales, couverture, suppression des points de tir ennemis et surtout évacuation de notre infanterie. Chaque sortie est une épreuve. Sans ces véhicules, et surtout sans leurs équipages, il serait très difficile pour nos gars de l'infanterie de tenir. Le Bradley est plus maniable que les véhicules russes et, surtout, il résiste mieux aux frappes des drones FPV. Cela signifie qu'il a une chance de traverser la zone de tir et de remplacer les fantassins en position. Comment est-ce que cet élément est en train de progresser lentement en passant tout au long et à travers cet espace spécifique, tout en continuant son chemin de manière constante et régulière sans s'arrêter un seul instant? La zone de mort ukrainienne? Le fantassin russe capturé, le Dagestanais Ruslan, n'a aucune envie de revivre. En ce qui concerne cette situation particulière que nous sommes en train d'examiner très attentivement ensemble aujourd'hui. C'est une expérience vraiment unique et enrichissante à vivre. Attirer à Konstantinovka le maximum de fantassins jetables. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la stratégie des Russes dans le Donbass. La plupart de ceux comme Ruslan, les soldats du 11e corps d'armée, sont repérés et éliminés. Seuls quelques-uns ont la chance d'être faits prisonniers, et il arrive même des cas tout à fait incroyables. Ce Russe, Alexandre, avec 3 autres occupants, a capturé un soldat ukrainien blessé. Mais l'Ukrainien était tellement sûr de lui qu'il a réussi à convaincre le Russe de se rendre.
Je leur dis, donnez-moi la radio, je vais contacter les miens, parce que de toute façon, c'est la fin pour vous, pour moi, pour nous tous. Mais comme ça, au moins, les nôtres viendront nous chercher et vous resterez en vie, et moi aussi. Ils ont tous posé leurs armes et m'ont donné la radio. Mais pour 1 heure, je ne veux pas. Eh bien, dis merci au gars. Je te remercie du fond du cœur. Frère, tu sais, vous m'avez aidé à m'en sortir de là et vous avez récupéré le vôtre. Le héros blessé Vladimir Alexandrov ne peut actuellement pas marcher. Le 21, on nous a tiré dessus. Ce n'est qu'hier, le dernier jour de janvier, que notre fantassin a pu être extrait de la zone de danger avec le prisonnier russe. Le soldat a été personnellement accueilli au point d'évacuation par le commandant adjoint du 11e corps, Pavel Fedosenko. Et c'est justement dans ce genre de situation qu'on commence à comprendre pourquoi les Russes ne gagneront pas cette guerre, parce que les Ukrainiens n'abandonnent pas les leurs. Gloire à l'Ukraine. C'est tout pour aujourd'hui, mais très bientôt dans l'émission Front News, vous découvrirez de nouveaux contenus uniques réalisés par nos journalistes depuis les points les plus chauds de la guerre, recueillis pour que vous connaissiez la vérité. C'était Vladimir Timochenko avec vous, prenez soin de vous et de vos proches.